Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre cours sur les séries chronologiques et là on va aborder d'abord ce qu'on appelle les moyennes mobiles centrées. Autrement dit, on peut être amené à lisser des courbes. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les MMMs? Les MMC, pardon, les moyennes mobiles centrées. Alors, moyenne mobile centrée, admettons que l'on prenne cet exemple-là. Vous voyez, là, j'ai les ventes réalisées sur 4 années et trimestre par trimestre. D'accord? Donc là, j'ai les ventes trimestrielles, mais sur 4 ans. D'accord? En fait, si je représente cette série chronologique, si je représente cette série par un nuage de points, ce que je vais essayer de faire, alors, donc mes ventes au premier trimestre de l'année N-2, c'est 1000. J'ai pris que 3 ans. Hein. Donc 1000, 1200, ensuite 1400, ensuite 1150, ensuite 1050, 1350, 1500 et 1300. Ça, c'est pour l'année N-2. Ensuite, pour l'année N, 1100, 1450, 1700, et enfin 1400. Encore une fois, j'ai pris que 3 ans. D'accord? Donc tout ça. Voilà. Là, on va choisir cette couleur. Donc là, j'ai représenté sur 3 années différentes. OK. Donc là, nous avons voilà. Et donc, si je représente cette série, cette chronique par un nuage de points, d'accord? Je représente ça par un nuage de points. Donc, je fais insertion, nuage de points. Et si j'utilise cette relation, voilà. Est-ce que là, vous êtes d'accord que vous avez ce qu'on appelle une composante? Ah, vous ne voyez pas ce que je fais? OK. Tout le monde voit la feuille Excel? OK. OK. Alors, est-ce que vous avez compris donc la chronique qui est là? Donc, comme on avait dit la semaine passée, donc là, vous remarquez quoi? Que nous avons ce qu'on appelle un phénomène saisonnier. Vous voyez? Nous avons des pics de vente. Nous avons des pics de vente au 3e trimestre de chaque année. Et si je relis les maxima et les minima, si je relis les maxima et les minima, d'accord? Si je relis les maxima et les minima, j'ai une enveloppe
j'ai une enveloppe qui s'ouvre en fait. Vous voyez? J'ai une enveloppe qui s'ouvre, donc je suis en présence a priori d'un modèle multiplicatif. Voilà. Donc l'objectif des moyennes mobiles, c'est de pouvoir effectuer ce qu'on appelle, l'objectif c'est de pouvoir effectuer ce qu'on appelle un lissage. Alors, je répète ma question. Est-ce que dans le groupe, il y a des personnes qui ont déjà utilisé ce qu'on appelle les moyennes mobiles centrées? OK. Alors, je vous explique le principe je vous explique la méthode en fait. Je vous explique la méthode. Alors, en fait, l'idée est celle-ci. L'idée est celle-ci. Lorsque vous avez une série de valeurs, je prends quelques valeurs ici. Je vous montre le principe. Hein. Alors, le principe, c'est le suivant. Donc là, j'ai mes trimestres. Là, donc j'ai les trimestres. Trimestre 1. Là, j'ai les ventes. YI. Donc là, j'ai 1000. 1, 2, 3, 4, etc. Là, j'ai 1000, 1200, 1400, 1150. Et 1050. Et ça continue. D'accord? En fait, dans un premier temps, il va être question de ce qu'on appelle d'abord les moyennes mobiles. Moyennes mobiles. Et ensuite, il faut trouver ce qu'on appelle les moyennes mobiles centrées. Ce qu'on appelle les MMC. D'accord? Alors, au départ, il faut définir ce qu'on appelle une période. Il faut définir ce qu'on appelle une période. Lorsque on a des trimestres, en général, la période que l'on retient, c'est une période égale à 4. Lorsqu'on a des relevés mensuels, la périodicité, on a des périodicités de 12. Donc là, comme j'ai des trimestres, ma périodicité, c'est 4. Donc mathématiquement, il faut en fait trouver la moyenne. Regardez bien, ici, je vais calculer d'abord la moyenne mobile. Moyenne mobile. Et là, je vais calculer la moyenne mobile centrée.
et je vous donnerai une technique, une méthode pour passer directement des valeurs observées à la moyenne mobile centrée. Donc l'objectif, c'est de pouvoir atténuer donc ces variations saisonnières. C'est ce qu'on appelle, on va procéder à ce qu'on appelle un lissage de courbe. Ici, comme j'aurai 4 coefficients, puisque j'ai 4 trimestres, donc la périodicité, c'est 4. Si j'avais 12 coefficients, c'est-à-dire si je travaillais sur 12 mois, la périodicité aurait été de 12. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule la moyenne des 4 premières valeurs. Je calcule la moyenne des 4 premières valeurs. Autrement dit, je fais 1000 plus 1200 plus 1400 plus 1150. Et je fais la moyenne de ces 4 valeurs. Donc, je divise par 4. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul? Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 4. Merci Alexis. Donc là, j'écris, regardez bien ce que je fais. J'ai une moyenne égale, alors Alexis me dit 1187,5. Cette moyenne mobile, je la mets au centre des 4 valeurs. Donc la moyenne mobile, je la mets ici. Donc j'écris 1187,5. Est-ce que ça va? Puisque j'ai 4 valeurs, la médiane de ces 4 valeurs, c'est ici. Ah oui, 4 valeurs, le milieu, il est là. C'est pour ça qu'on l'appelle moyenne mobile. Et après, je vais vous expliquer comment on trouve la moyenne mobile centrée. Qu'est-ce que je fais maintenant? On lâche la première valeur. Regardez bien. On lâche la première valeur. Et on prend les 4 valeurs suivantes. Donc, on lâche la première valeur. Donc, la première valeur devient maintenant 1200. La première valeur devient 1200 plus 1400 plus 1150 plus 1050 divisé par 4. Et ça fait combien? Merci Alexis, 1200. Donc cette valeur, cette moyenne mobile, je la mettrai où? Vous voyez, les 4 valeurs, elles sont là. La moyenne mobile, elle va intervenir ici.
Est-ce que vous me suivez? Pas de problème, Mathéo. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et ainsi de suite, en fait, si j'avais continué ici, hein, si j'avais continué ici, donc là, si j'avais écrit 6, j'aurais rajouté 1350. Donc, j'aurais lâché 1200, j'aurais lâché 1200 et j'aurais fait donc 1400 plus 1150 plus 1050 plus 1350 divisé par 4. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Merci Sabrina. Ah, attention, Laura et Sabrina n'ont pas la même réponse. Alors, qui a raison? Laura 1237,5, Sabrina 1262,5. Alors, est-ce que quelqu'un peut encore vérifier? Donc, a priori, ça serait Laura qui a raison. Alors, OK, donc 1200. OK, 1237,5, ça. OK. Donc, ici, vous avez compris, cette valeur-là, elle vient au milieu de ces 4, donc elle viendra ici. D'accord? D'accord? Et on continue ainsi de suite. Mais le problème ici, c'est que cette valeur-là, regardez bien, elle est entre le trimestre 2 et le trimestre 3. Cette valeur-là, elle est entre le trimestre 3 et le trimestre 4. Or, moi, j'ai besoin de me retrouver en face du rang du trimestre. C'est la raison pour laquelle, regardez bien, la moyenne mobile centrée, d'où le mot centré, on fait la moyenne de ces deux valeurs. Donc, pour calculer la moyenne mobile centrée, on prend la première valeur plus la deuxième valeur et on divise par 2. On fait la moyenne des deux. Et ça fait, d'après Alexis, ça fait 1193,75. Donc, cette fois-ci, la moyenne des deux, elle me conduit, est-ce que vous êtes d'accord? Elle me conduit cette fois-ci exactement là, en face de 3. 1187, pardon, je disais au mauvais endroit, 1193. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, je vais chercher la moyenne mobile centrée des valeurs suivantes. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la moyenne des deux. Vous êtes d'accord? Je fais donc la moyenne des deux. Ça me fait donc
Ça me fait donc 1200 plus 1237,5 divisé par 2. Et ça fait combien? 1218 1218,75. Et ainsi de suite. OK? Donc voilà le principe du calcul des moyennes mobiles centrées. On calcule les moyennes mobiles et on fait leur moyenne pour trouver la moyenne mobile centrée. Et là, je suis en face du trimestre 3, je suis en face du trimestre 4, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, ce procédé est trop long. Ce procédé est trop long. Je vous propose une méthode un peu plus rapide. Je vous propose une méthode qui me permet de ne pas passer par cette case-là. Je vais vous montrer comment on peut trouver ça directement. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer tout ce qui est là. Alors, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul, mais on va le savoir tout de suite. En fait, le fait que la période soit paire, si la périodicité était impaire, si on avait une périodicité, par exemple, égale à 3, si on avait une périodicité de 3, le problème ne se serait pas posé. Pourquoi? Parce que si je prends les 3 valeurs et je fais leur moyenne, la moyenne, elle va se retrouver en face de 2. Vous voyez? Si je prends les 3 valeurs 1, 2, 3, si je fais leur moyenne, je suis directement en face de 2. Mais si j'ai un nombre pair, si la périodicité est paire, et si je fais la moyenne, elle va se retrouver entre 2 et 3. Vous avez compris? Donc, lorsque la périodicité est impaire, le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsque la périodicité est paire, dans le cas où, par exemple, c'est 4. Et en DCG, en général, c'est 4. Ça peut être 12 si on travaille sur des mois. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe directement des valeurs observées à la moyenne mobile centrée. Voilà comment on fait. En fait, l'idée, c'est celle-là. Et ça, bien sûr, ça se démontre mathématiquement. Bon, ce n'est pas l'objet du cours ici, mais pour ceux que ça intéresse, la démonstration est relativement simple. Voilà comment on va faire pour trouver, donc déterminer la moyenne mobile centrée de périodicité 4.
eh ben, je vais transformer le 4 en 5. Je vais rendre le 4 impair. Et pour ça, voilà ce que je vais faire. Pour trouver ma première moyenne mobile, je vais prendre 5 valeurs. Je vais prendre 5 valeurs. Donc là, je vous montre comment on calcule la première moyenne mobile centrée, que j'appellerai Y1'. La première moyenne mobile centrée, que j'appelle Y1'. Alors attention, regardez bien. En fait, je vais prendre 5 valeurs. Je vais prendre la moitié de la première, la moitié de la première et la moitié de la cinquième. Et la moitié de la cinquième. Et bien sûr, je vais prendre la deuxième valeur. Je vais prendre la troisième valeur. Je vais prendre la quatrième valeur. Et je vais bien sûr diviser par 4. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul et me confirmer qu'on trouve bien cette valeur-là? Voilà, donc Alexis me confirme qu'on trouve bien 1193,75. Vous voyez, là, j'ai fait un calcul direct. Essayez de vérifier la suivante. Comment je fais pour trouver Y2'? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Y2', la valeur suivante, la moyenne mobile suivante, je lâche cette valeur, n'est-ce pas? Et je prends les 5 valeurs suivantes. Je prends les 5 valeurs suivantes. Mais attention, la première valeur est divisée par 2. Donc, ça fait 1200. C'est ça, Laura. 1200 divisé par 2, plus 1400, plus 1150, plus 1050, plus 1350 sur 2. Et le tout divisé par 4. Est-ce que vous me confirmez, sauf erreur de notre part, que ça fait pareil 1218,75? Voilà. Et cette relation-là se démontre tout à fait simplement mathématiquement. Encore une fois, ce n'est pas l'objet du cours. Donc, vous devez avoir compris maintenant comment on fait pour lisser une courbe par la moyenne mobile centrée directement. Lorsqu'on a une période de 4, si on avait une période de 12, eh bien, j'aurais pris 13 valeurs. J'aurais pris la moitié de la première et la moitié de la 13e. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a une question? OK. Donc, de façon générale,
de façon générale. De façon générale, lorsque on a des valeurs observées yi, lorsqu'on a des valeurs observées yi, on va donc remplacer les yi par des valeurs ajustées. On va donc remplacer les yi par des y', et donc à chaque valeur ici, on va affecter un coefficient. Donc on aura a y i-1 plus b y i plus c y i plus 1. Et bien sûr, le tout divisé par la somme des coefficients. Le tout divisé par la somme des coefficients. Mais lorsque les coefficients, c'est 1, 1, 1, dans le cas d'une périodicité, si les données sont trimestrielles, donc données trimestrielles, donc la périodicité est égale à 4, période égale 4. Et dans ce cas-là, comment on calcule y', comme celui-là, par exemple, y'1, eh bien, je fais en fait la somme de 5 valeurs. Je fais la somme de 5 valeurs. Donc, je divise bien sûr par 4, puisque la période, c'est 4. Et donc, je fais la somme des coefficients. Donc, ici, ça sera 1 demi, la moitié de la première valeur. Ensuite, plus la suivante, yi-1, plus la suivante, yi, plus la suivante, yi plus 1, plus la moitié de la dernière, yi plus 2. Et quand je fais la somme des coefficients, ça fait 4. Et donc, si la période, c'est 12, ben vous faites la même chose, mais avec 13 valeurs. La moitié de la première et la moitié de la 13e. OK? Et bien sûr, divisé par 12. OK? Encore une fois, la somme des coefficients est toujours égale à la période. Donc, si je fais 1 demi plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 demi, ça me fait 4. Ici, A plus B plus C, ça me fait la période. Donc, je divise toujours par la somme des coefficients. Est-ce que ça va? OK. Alors, maintenant, si vous permettez, alors, bien sûr, on peut le faire manuellement, mais je vous propose de faire cette manipulation sur Excel. Ça nous évite, ça nous permet de gagner du temps. Donc, en fait, je vous propose ici de calculer directement, les moyennes, donc moyenne, de calculer directement les moyennes mobiles centrées. OK? Donc, forcément, pour calculer la moyenne mobile centrée, on va se placer ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisqu'on prend 5 valeurs. Et le centre, c'est bien au rang 3. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Vous me suivez? Égal. J'ouvre une parenthèse. Je fais la première valeur divisée par 2. Je fais la première valeur divisée par 2.
plus la valeur suivante, plus la valeur suivante, plus la valeur suivante, plus la cinquième divisée par 2. Et le tout divisé par 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ça me fait ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et je tire ma formule vers le bas. Mais bien entendu, je m'arrête 2 périodes avant. Parce que là, voilà, je ne continue pas à tirer la formule parce que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas puisque C14, il n'y a pas de C14. Vous voyez? Donc là, j'arrête ici. Tout le monde a compris? Regardez maintenant ma nouvelle série. Si je la représente, regardez. Alors, les valeurs de x, cette fois-ci, c'est 3, 4, 8, 10. Et les valeurs de y, les valeurs y, MMC, pardon. Donc les MMC, ça va de là à là. Et regardez le nuage de points. Est-ce que vous avez compris qu'on a bien lissé la courbe? On a bien lissé la courbe. À partir de là, on peut calculer maintenant ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. On peut calculer les coefficients saisonniers et pour ça, il faut d'abord calculer les rapports. Et les rapports entre quoi et quoi? Ben, faire le rapport entre les valeurs observées, et la moyenne mobile centrée. Et je recopie ma formule vers le bas. Là, en principe, on va prendre 4 décimales. Voilà mes rapports. Et on va pouvoir maintenant calculer les coefficients saisonniers. On va pouvoir calculer les coefficients saisonniers de chaque trimestre. Donc là, j'ai l'année
Là, j'ai l'année N, trimestre 1, l'année N-2, N-1 et N. Et là, je vais avoir le trimestre 1. Comme par hasard, je n'aurai pas de place. Là, je vais avoir le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Et donc là, je recopie. Rappelez-vous, on commence ici au trimestre 3. Donc ici, je recopie ces 4 premiers trimestres. Donc là, je prends les 4 suivants. Copier. Collage spécial. Simplement les valeurs et transposer. Donc là, j'ai recopié ces deux. Il m'en reste 2. Il me reste celui-là, premier trimestre de l'année suivante, 0,8073. Et ici, 1,0357. Et donc là, je vais calculer la moyenne. Je vais faire la moyenne. Donc, je fais égal. Voilà. Pareil. Je fais la moyenne des deux. Je fais la moyenne des deux. Et enfin, je fais la moyenne des deux. Très bien. Donc là, c'est en fait, maintenant, il faut nous assurer que la somme des coefficients est égale à 4. Il faut nous assurer que la somme des coefficients est égale à 4. Et donc là, ce n'est pas tout à fait 4. Donc, je vais corriger ça. Pour corriger ça, voilà ce que vous faites. Pour trouver le vrai coefficient saisonnier, voilà ce que vous faites. Vous faites la moyenne, la nouvelle moyenne, égale. Donc, cette valeur-là, divisée par 4. Là, ça fait une moyenne. Voilà. Donc ici, je vais grossir un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer mes coefficients saisonniers. Coefficients saisonniers corrigés.
coefficient saisonnier corrigé égale. Je vais diviser le coefficient du trimestre par le coefficient moyen. Mais comme je vais recopier la formule, je vais figer la cellule et je valide. Et je tire ma formule vers la droite. Et là, j'ai mes coefficients saisonniers corrigés. Et maintenant, si je calcule ici la somme des nouveaux coefficients, si je calcule la somme des nouveaux coefficients, en fait, ce n'est pas tout à fait... Alors, j'ai mal calculé. Alors, somme. Si je calcule donc la somme, de ces valeurs-là, et cette fois-ci, comme vous le voyez, ça me fait 4 piles. Est-ce que ça va? Parce que ici, je dois toujours avoir la somme égale à la somme des coefficients. Là, j'avais 399. Donc, grâce à ça, j'ai pu corriger. Et ça, c'est pareil, ça se démontre mathématiquement. Donc, voilà maintenant mes coefficients saisonniers corrigés. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez que je reprenne? Ok, Sabrina. En fait, ici, Sabrina, étape numéro 1. Étape numéro 1, on fait la moyenne d'abord, d'accord? On fait la moyenne de ces coefficients. On trouve la moyenne par trimestre, d'accord? On trouve la moyenne par trimestre. Et lorsqu'on fait la somme, on doit trouver une somme égale à 4. Comme la somme n'est pas égale à 4, n'est-ce pas? Je vais calculer la moyenne de ces coefficients. Donc, je divise ça par 4. Et ça me fait 0,999. 0,997. Et pour corriger cela, je divise chacune de ces valeurs par cette valeur. Donc, voilà comment je trouve cette valeur. Je fais 0,8237 divisé par la cellule L7. Ah oui, on peut faire la formule directe. Oui, Laura. Oui, là, bien sûr, on n'a pas Excel, donc on est obligé de faire ça plus ça divisé par 2. Sur une feuille de papier, vous n'avez pas de tableur, en fait. OK, Laura? Sabrina, est-ce que j'ai répondu à ta question? OK. Vous voulez que je vous envoie la feuille de calcul? OK. Très bien. Donc, vous devez l'avoir reçu. Ce qui veut dire que maintenant, une fois que j'ai ça,
on va pouvoir donc effectuer une prévision. Pour ça, il faut dégager l'équation d'une droite de tendance par la méthode des moindres carrés. D'accord? Et donc, effectuer une prévision en intégrant ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Si vous regardez bien les coefficients, vous voyez, au premier trimestre, je suis à peu près 18% au-dessous du trend. Au deuxième trimestre, je suis à peu près sur le trend, sur la tendance. Au troisième trimestre, je suis à peu près 16% au-dessus de la tendance. Et au quatrième trimestre, je suis à peu près quasiment sur la tendance, 4% ou 3,5% au-dessous. Donc, je vous laisse travailler sur l'exo suivant. Je vais grossir un tout petit peu. OK. On va donc corriger. Donc, dans un premier temps, je vais relever donc, sur ces 16 trimestres des 4 années. Donc, je vais relever ça. Donc, voilà ma série. Donc, étape numéro 1, on va calculer donc les moyennes mobiles centrées. D'accord? Les moyennes mobiles centrées. Donc, on se met ici. Et vous me corrigerez. Hein, égal, parenthèse, cette première valeur divisée par 2, plus 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 cette valeur divisée par 2, le tout divisé par 4. Est-ce que vous me confirmez cette valeur? Est-ce que ce résultat est exact? OK. Donc, je tire ma... OK, très bien. Donc, je tire ma formule vers le bas. Et donc, voilà les moyennes mobiles centrées. En revanche, ce que j'ai oublié, c'est d'indiquer, il faut que j'insère ici, il faut que j'insère le rang du trimestre. J'ai oublié de le faire. Insérer. Alors je reviens. C'est pas dans ce sens. Je reviens. C'est plus dans ce sens. Voilà. Donc là, j'insère TI. Et donc là, j'ai 1, 2. Et là, j'ai mes trimestres. OK. Étape numéro 1, on va donc représenter cette série par un nuage de points. On va représenter cette série d'abord par un nuage de points, donc insertion, nuage de points, je vais choisir ça. Vous êtes d'accord? OK.
Et donc là, on voit vraiment le phénomène saisonnier, d'accord? Ici, maintenant, je vais représenter la série lissée par la méthode des moyennes mobiles. Donc pour ça, je fais ajouter, donc ajouter ici, et je vais l'appeler les MMC. Voilà. Donc je vais rajouter les rangs du trimestre et je vais rajouter les MMC. Et là, et je fais OK. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez, j'ai bien lissé ma courbe. D'accord? Maintenant, question suivante, rappelez-vous, la question suivante, c'est de déterminer. La question suivante, c'était de représenter graphiquement. Donc, c'est fait. Donc, que peut-on conclure? Donc, on voit l'objet, on voit l'intérêt du lissage de la courbe par la méthode des moyennes mobiles centrées. Et donc, maintenant, on va calculer pour chaque trimestre l'indice saisonnier égal au rapport de l'observation sur la moyenne mobile centrée. Et ensuite, on va calculer pour chaque trimestre le coefficient saisonnier. Alors, donc, on y va. Donc, ici, on va faire le rapport. Donc, rapport. OK? Donc, rapport entre la valeur observée et la moyenne mobile centrée, que je recopie vers le bas. Je vais prendre 4 décimales. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Maintenant, je vais calculer les coefficients saisonniers. Voilà, je pense que cette courbe-là, je peux la supprimer puisque vous avez compris. Bon, alors, je vais la descendre. Descendre. Voilà. Donc ici, je vais calculer mes coefficients saisonniers. Donc ici, je vais placer le trimestre 1, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Donc là, je vais recopier l'année N-4, N-3, N-2 et N-1. Voilà. Ensuite, je vais recopier donc ces coefficients ici. Donc ici, c'est le troisième trimestre. Donc j'ai ici 0,7468. Ensuite, j'ai 1,3250. Bon, là, j'espère que là, je vais recopier simplement les valeurs. Donc ici, 2 et 4. Donc ça, c'est pour l'année. Donc je fais copier. Copier. Ici, collage spécial. Simplement les valeurs. Et je transpose. D'accord? Donc j'ai recopié ces valeurs-là. Donc ici, je vais prendre 4 décimales. Je fais la suite. Donc là, je prends l'année N-2. Année N-2. Je fais copier. Je
me place ici, collage spécial. Je recopie les valeurs et je transpose. Et là, je vais prendre 4 décimales. Il me reste à copier les deux dernières. Donc, premier trimestre, 1,1620. Et l'autre valeur, c'est 0,8397. Voilà. Donc ici, je vais calculer ma moyenne. Donc cette fois-ci, c'est égal. Je fais la somme ou la moyenne. La somme divisée par 3, ou bien je fais tout simplement la moyenne des valeurs. Donc la moyenne de ces valeurs-là. Voilà. Ici, égale moyenne de ces valeurs. Entrée. Enfin, ici, pareil, moyenne de ces trois valeurs. Ici, moyenne de ces trois valeurs. Rappelez-vous ici, on fait le total. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Est-ce que... Oui, donc, ouais. Donc, Nadège, ce n'est pas normal. Il faut rectifier. Okay. Alors ici, on fait la somme, rappelez-vous. On fait une somme ici. Je vais faire la somme. Et je trouve un peu plus de 4. Donc, je vais calculer la moyenne de ces valeurs. Donc, je vais faire cette valeur divisée par 4. Voilà. Et je calcule les coefficients saisonniers corrigés. Donc, ici, égal, je vais faire ça divisé par la moyenne, bien sûr, F4, entrée. Je tire ma formule vers la droite. Et cette fois-ci, si je fais la somme, je trouve une somme égale à 4. Est-ce que ça va? Et donc là, je vais prendre 4 décimales. Voilà. Est-ce que vous avez compris la méthode? Donc ça, ce sont mes coefficients saisonniers. Et maintenant, on va devoir effectuer une prévision. D'accord? Et maintenant, on va devoir effectuer une prévision pour l'année N. Selon que l'on veuille le premier trimestre, le deuxième trimestre, ou le troisième ou le quatrième. Est-ce que c'est bon? Je répète. Pour ça, on me dit que la composante tendancielle des ventes en volume est représentée par cette relation. Donc, le trend, on vous le donne. Mais si jamais on ne m'avait pas donné de trend, j'aurais pu déterminer le trend moi-même. Est-ce que c'est bon? En fait, j'aurais pu, bien sûr, je ne vais pas nécessairement trouver la même valeur, mais j'aurais pu déterminer l'équation de la droite de tendance. J'aurais pu déterminer l'équation de la droite de tendance en calculant petit a et petit b. Donc, pour trouver petit a, je trouve le coefficient directeur
Et petit b, si j'utilise donc ma fonction Excel, je vais donc prendre cette série-là et je vais faire ceci. Je vais calculer donc l'équation, le petit a pour le calculer. Il suffit de se mettre ici, par exemple, et de faire fx et de chercher la pente. Faites OK. Le y connu et le t connu, ou le x connu. Et donc là, ça vous donne la pente qui ne sera pas forcément égale à celle qui est proposée. Donc, vous voyez, c'est 9,6. OK? Et maintenant, le petit b, l'ordonnée à l'origine, je fais pareil, F6, Fx. Je cherche ordonnée origine. Je sélectionne les y connus. Je sélectionne les x connus, les t connus, les x, et je fais OK. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais dans l'énoncé, on a dit de prendre comme droit de tendance y égale 9t plus 440. C'est ce que je vais faire. OK? Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, dans l'exercice, on me demande de prendre comme équation de la droite du triangle, on me demande de prendre cette équation y égale 9t plus 440. Est-ce que ça va? Et donc, on va effectuer notre prévision pour l'année N. Alors, pour le premier trimestre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc 9 que multiplie 17. 9 fois 17 plus 440, le tout multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Est-ce que ça va? Et là, vous avez fait votre prévision. Et ça fait, merci Sabrina, ça fait 657. Pour le deuxième trimestre, je fais 9 fois 18 plus 440. Le tout multiplié par le coefficient saisonnier du trimestre. Et ça fait combien? Ça fait 500? OK. Ensuite, pour le troisième trimestre, je fais 9 fois 19 plus 440, le tout multiplié par le coefficient saisonnier du troisième trimestre. Et tout ça est égal à, merci Sabrina, 453. Et enfin, pour le quatrième trimestre, 9 fois 20 plus 440 multiplié par le coefficient saisonnier du quatrième trimestre. Ce qui me donne, merci Sabrina, 818. Est-ce que c'est clair? OK. Alors maintenant, si vous voulez, pour finir cette séance sur les statistiques, jusqu'à maintenant, on a parlé d'ajustement ajustement linéaire ou ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Mais dans certaines situations,
on peut être amené à effectuer ce qu'on appelle soit un ajustement puissance, soit un ajustement exponentiel. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui a été dit là? Ça va? Tout le monde a bien compris? Pas de questions? Ça va. OK. Très bien. Alors, maintenant, on va aborder un peu cette notion d'ajustement exponentiel et d'ajustement puissance. Mais pour ça, un peu de rappel mathématique. Alors, d'abord, je vais aborder donc l'ajustement d'abord exponentiel. Donc, lorsque vous avez certains nuages de points peuvent prendre cette direction, vous voyez. Lorsque vous avez un nuage de points qui prend cette forme-là, donc là, vous avez compris qu'un ajustement affine est exigé. D'accord? Là, vous avez un ajustement affine. Donc, tout ça par la méthode des moindres carrés. Mais certaines situations, vous pouvez avoir un nuage de points qui prend cette forme-là. Et donc là, vous voyez, que l'ajustement affine ne fonctionne plus, c'est plutôt un ajustement exponentiel. Et il existe aussi ce qu'on appelle des ajustements puissance, c'est-à-dire que le nuage de points ne prend pas forcément la direction, la forme d'une droite. Il peut prendre la forme d'une courbe. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle l'ajustement exponentiel. Et on va donner des exemples. D'abord, un petit rappel mathématique. Donc, il faut savoir que si y, alors si j'ai y est égal à petit b, ça, c'est une fonction exponentielle. C'est la fonction exponentielle à la base a. Donc, il faut savoir que mathématiquement, ceci équivaut à. Alors, je vais prendre ici les logarithmes décimaux. Donc, ici, si j'écris log de y, c'est égal à log. Je peux prendre aussi les logarithmes népériens. Hein. Donc là, j'ai pris le logarithme à la base 10, logarithme de b à x. On applique les propriétés algébriques des logarithmes et on obtient ceci. Log de y. Il faut savoir que le logarithme d'un produit, d'après le cours, le log de a plus b, de a fois b, pardon, c'est égal à logarithme de a plus le logarithme de b. Il faut savoir que log de a à la puissance n, c'est n fois log de a. Donc ça, c'est les propriétés algébriques des logarithmes. Donc là, je peux écrire, donc là, j'ai un produit, je peux donc écrire, c'est égal à log de b plus log de a x. Je continue plus bas.
Ça me fait donc log de y est égal à log. Il faut savoir que log de ax, en vertu de ce qui est écrit ici, c'est tout simplement x log de a. Donc là, j'écris x log de a plus log de b. Et maintenant, regardez bien, si je posons grand Y égale log de petit y, grand A égale log de petit a, et grand B égale log de petit b, eh bien, y égale b a x équivaut à grand Y égale grand A fois x plus grand B. Et là, vous avez l'équation d'une droite. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment en effectuant ce changement de variable, lorsqu'on a une courbe, comment cette courbe peut se transformer en une droite. OK? Je vous laisse d'abord noter ça. OK, donc on va prendre un exemple, si vous voulez bien. Regardez bien ce qui se passe. Alors, j'ai pris donc une série ici. Voilà. Donc là, je vais essayer de choisir ce format-là. OK. Donc ici, si je représente cette série statistique, si je la représente par un nuage de points, d'accord? Vous voyez la courbe? Vous voyez? Vous avez compris que la tendance, vous voyez, c'est plus, on n'a plus le nuage de points prend plutôt la direction d'une courbe, d'accord, qui représente une fonction exponentielle. Est-ce que ça va? Donc, ce nuage de points peut être ajusté par une courbe. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est déterminer par le calcul de retrouver l'équation de cette courbe qui est de la forme B à X. Est-ce que vous me suivez? Pour ça, on va effectuer, comme écrit précédemment, on va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. On va effectuer un changement de variable. Bien sûr, je fais comme si je n'avais pas Excel, hein, donc je le fais comme si j'avais ma calculatrice. Et donc là, je vais poser grand Y égale log de petit y. Et je vais prendre le logarithme décimal. Donc ici, à la place de grand Y, je vais écrire, là je vais écrire grand YI, qui est égal à log de petit YI. Est-ce que ça va? Donc là, regardez, je vais faire ça. Je vais faire égal log de 1. Ça me fera 0. Et je tire ma formule vers le bas.
Est-ce que vous me suivez jusque-là? Regardez maintenant, regardez maintenant, je vais représenter cette autre série. Je vais représenter cette fois-ci en XI, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et en YI, grand YI, je vais prendre ces valeurs. Et vous allez voir cette fois-ci que le nuage de points va prendre une forme différente. Il va prendre la direction d'une droite. Regardez. Ici, je sélectionne cette plage et je sélectionne cette plage. Et je fais insertion. Nuage de points. Regardez la différence. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez le changement de variable, c'est ce qu'il a fait. Il a transformé ma courbe en une droite. Et c'est ce qu'on avait écrit mathématiquement tout à l'heure. C'est trop dur, vous me dites. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. En fait, de façon générale, lorsque les x croissent arithmétiquement et lorsque les y croissent géométriquement, c'est pour passer de là à là, autrement dit, quand je fais ça divisé par ça divisé par ça, je trouve à peu près les mêmes rapports. Donc là, on peut penser à un ajustement exponentiel. En fait, ici, si je clique sur ce nuage de points, je clique sur ce nuage de points et je dis ajouter une courbe de tendance. Et je lui dis effectuer un ajustement exponentiel et afficher et afficher et afficher le afficher afficher l'équation sur le graphique. Là, je grossis un peu. Je grossis un peu. Voilà ce que ça me donne comme ajustement, bien sûr. C'est la fonction ici exponentielle. Mais si je m'amuse ici, au lieu alors, vous êtes d'accord avec moi que ça, je peux l'écrire comme ceci.
Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait exponentielle de 1,2697? Combien ça fait ça? Exponentielle de 1,2697. Ça fait quel nombre? Exponentielle de 1,2697. Ok, je vais le faire pour vous. Exponentielle, alt, 1,2697. Merci Alexis. Ah, donc ça fait effectivement 3, là j'arrondis, 3,56. Voilà. Voilà, voilà l'équation de la courbe. D'accord? Maintenant, regardez bien. Maintenant, regardez bien. Si je cherche l'équation de cette courbe-là, celle-ci, OK? Et je fais ajouter une courbe de tendance. Et je fais ajustement linéaire. Et afficher l'équation sur le graphique. L'équation, elle est là. Je vais grossir un peu. Voilà. Elle est là. OK? D'accord? Je vais vous montrer, on va faire le calcul, on va voir comment on passe de là à là. Regardez. Bien sûr, les résultats seront bien entendu arrondis. Alors ici, regardez bien, ici, au début, j'ai Y. Pardon, je n'ai pas Y, grand Y. Grand Y égale 0,551 4x moins 0,60 92. Ceci, le grand Y, c'est log de petit y. Log de petit y, qui est égal à 0,551 4x moins 0,60 92. Je passe par la réciproque de la fonction logarithme. Donc là, j'ai y égale exponentielle à la base 10 de 0,5514x moins 0,60 92. Ceci est y égale 10 puissance moins 0,60 92 que multiplie 10 puissance 0,55 14x. Y égale 10 puissance moins 60 92 que multiplie 10 puissance 0,55 14 x
je prends ma calculatrice et je calcule ça. Combien ça fait? Combien fait 10 puissance moins 60, 92? « 10 puissance moins 60, 92. Alors, 10 puissance. Pas moins 60, hein. 0,60, 92. 0. 0,60. Et on retrouve bien 0,24, 0,24, 59. Vous voyez, vous retrouvez le 0,24, 59. Et maintenant, vous calculez 10 puissance 0,55, 14. Et vous retrouvez bien le 3,56. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, bien sûr, sous Excel, je n'ai pas besoin de faire de changement de variable. Je demande directement au tableur de m'afficher l'équation, la régression en choisissant le modèle exponentiel. Mais manuellement, sur ma calculatrice, je suis obligé de passer par, comment dirais-je, si je le fais manuellement, je suis obligé de passer par un changement de variable, trouver l'équation de la droite et ensuite effectuer cette manipulation mathématique. OK. Donc ça, c'est l'ajustement exponentiel. Maintenant, je vais vous expliquer l'ajustement puissance. Et après, je vous indiquerai en prenant un exemple pour comment choisir l'ajustement linéaire, l'ajustement exponentiel, l'ajustement affine en comparant les coefficients de corrélation linéaire. Je sais que c'est très, très mathématique. Ce n'est pas très compliqué à retenir les grandes lignes, en fait. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici, si je devais… vous voyez, si je calcule… Alors, je vais effacer ça. Déplacer ça. Regardez bien. Si on calcule la corrélation entre xi et yi là, la corrélation, là, je calcule le coefficient de corrélation. D'accord? Donc là, je vais calculer la corrélation entre x, entre petit x et petit y. Et là, je vais calculer la corrélation entre petit x et grand Y. D'accord? Regardez, égal. Corrélation, fx. Regardez, fx. Corrélation. Je choisis le xi et je choisis le yi. A priori, j'ai une bonne corrélation.
puisqu'elle est supérieure à 0,8. D'accord? Vous êtes d'accord? On pourrait penser que cette corrélation est bonne, puisqu'elle est supérieure à 0,8. Mais qu'en est-il de la corrélation entre xi et grand yi? Regardez. Corrélation entre xi et grand yi. Fx, corrélation entre xi et grand yi. Et regardez la différence de corrélation. Vous avez compris que ici, l'ajustement préconisé, c'est bien un ajustement exponentiel. Car la corrélation entre petit x et petit y est beaucoup plus faible que la corrélation entre petit x et grand y. Est-ce que c'est bon? Nous avons quasiment presque ici une corrélation qui est comment? Presque parfaite, puisqu'elle est quasiment égale à 1. Est-ce que vous avez une question déjà sur cette première partie? Non. OK. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'ajustement puissance. On va prendre un exemple. OK. On va prendre un exemple. L'ajustement puissance, la courbe qui représente une fonction puissance, son équation cartésienne, c'est y égale petit b x à la puissance a. Donc ça, c'est l'équation d'une courbe qui représente une fonction puissance. Cette fois-ci, on va faire le changement de variable suivant. Je vais calculer le logarithme de chaque côté, log de y, est forcément égal à log de b x à la puissance a. J'applique les propriétés algébriques des logarithmes et ça me donne log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Très bien. J'applique maintenant la propriété qui dit que log de a à la puissance n, c'est n fois log de a. Ça me donne donc log de y égale log de b plus petit a log de x. Ce qui me donne log de y égale petit a log de x plus log de b. Et vous allez voir qu'en faisant ce changement de variable, on va tomber sur l'équation cartésienne d'une droite. Donc là, je vais écrire posons grand y égale log de petit y. Grand x égale log de petit x. Et grand B
égale log de petit b. Ce qui veut dire que mon équation ici, y égale b x à la puissance a, est tout simplement équivalente à, avec le changement de variable indiqué, à grand Y égale petit a que multiplie log de x grand X plus grand B. Et ça, c'est l'équation d'une droite. Et ça, c'est l'équation d'une droite. Et je vais prendre un exemple et vous montrer comment on peut effectuer ce qu'on appelle un ajustement puissance. OK. Je vous laisse noter. Très bien. Donc, on va effacer. Alors, on va prendre donc un cas. Donc, admettons que là, admettons que ici, j'ai une demande. J'ai un prix, par exemple, ici en euros, un prix, XI. Et là, j'ai une demande d'article, une demande. Donc là, c'est XI. XI. Et là, la demande, c'est YI. Donc là, c'est un prix. Et là, c'est une demande. Admettons que le prix en dollars soit de 100 ou en euros, 100, 200. Et il augmente ainsi et on arrive à 1000. Et la demande 25, 15, 11, 9, 7, 6,5, 5, 4,5, 4,3 et 3,5. D'accord? Voilà. Donc, si on s'amuse à représenter ce nuage de points que je sélectionne, vous voyez, je le représente. Insertion, nuage de points. Et donc là j'ai une courbe. Et donc là, on va voir que dans ce cas-là, on est en présence d'un ajustement puissance. Donc, si j'utilise Excel directement, je sélectionne, je fais ajouter une courbe de tendance. Bien sûr, il me demande quel type de courbe de tendance je choisis. Là, il m'a choisi par défaut une droite. Mais moi, je vais lui demander de m'effectuer un ajustement puissance. Et je vais lui demander de m'afficher l'équation sur le graphique. Et l'équation sur le graphique, c'est bien cette équation. Je vais grossir un peu. Voilà. Voilà l'équation de notre courbe. Et donc là, on a une fonction puissance. On va essayer de retrouver ça par le calcul, en fait. Alors, regardez bien ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Cette fois-ci, regardez bien. Je vais faire ici log, ça c'est grand xi, qui est égal à log de petit xi.
Et là, c'est grand YI qui est égal à log de petit YI. Donc, j'écris ici égal. Égal. Log de XI, que je recopie vers le bas. Bon, là, comme c'est des puissances de 10, alors je recopie vers le bas. OK. Maintenant, ici, je vais calculer log de YI. Log de YI. Et je recopie vers le bas. Je recopie ma formule vers le bas. Et maintenant, regardez bien, je vais déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X. Donc là, je ne le fais pas, je le fais avec Excel, mais ça se fait à la calculatrice. Voilà ce que va me donner, voilà ce que va me donner petit a et petit b. Regardez ici, je vais écrire petit a, la pente, je fais fx, pente, je fais OK, je choisis les y. Alors les y, c'est log de y. Le x, c'est log de x. Et je fais OK. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Et maintenant, je vais calculer le petit b, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la pente. Pardon, l'ordonnée à l'origine. Ordonnée origine, je fais OK. Y connu. X connu. Et voilà mon équation. Regardez bien maintenant. Regardez bien maintenant. Regardez. L'équation que je viens de trouver. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai dû faire une manipulation qui est hasardeuse. Voilà. OK. Donc, l'équation que je viens de trouver, c'est celle-ci. Regardez bien. L'équation que je viens de trouver, c'est celle-ci. C'est grand Y, regardez bien, grand Y égale petit a moins 0,8407, j'arrondis, hein, moins 0,841. Grand X, oui, grand X, plus petit b, plus 3, là j'arrondis, 10, 86. J'arrondis, hein, 10,86. Je sais que grand Y, c'est log de petit y. Je sais que grand X, c'est log de petit x. Plus 3,1086. J'applique mes propriétés sur les logarithmes. Ça me donne log égale log de x moins 0,841 plus 3,1086. D'accord? Alors, si vous faites 10, 3
virgule. Bon, là, je peux écrire comme ça. Si vous faites 10 puissance 3,1086, vous pouvez essayer. Alors, je vais prendre mon portable. Donc, 10 puissance 3,1086. Vous retrouvez 1284. Vous trouvez 1284. Ça veut dire que le logarithme de 1284 est égal à 3,1086. Je répète, ça veut dire que le logarithme de 1284 est égal à 3,1086. Donc, j'ai ici log de y égale log de x moins 0,841 plus log de 1284. Alors, je descends ça. J'efface ce qu'il y a ici. Et je continue mon calcul. Log de A plus log de B. Log de A plus log de B. C'est log de A fois B. Et log de A égale log de B, ça équivaut à écrire que Y égale 1284 que multiplie X puissance moins 0,841 et vous retrouvez la même chose. Donc, vous voyez, on a effectué un changement de variable, on a trouvé l'équation d'une droite et on est remonté pour avoir l'équation, effectuer ce qu'on appelle notre ajustement puissance. Bon, c'est mathématique. Alors, juste pour finir, la question qui peut se poser, c'est dans quel cas j'effectue un ajustement linéaire ou affine, dans quel cas j'effectue un ajustement puissance et dans quel cas j'effectue un ajustement exponentiel. Regardez ici. Ici, je vais calculer 3 corrélations différentes. Je vais calculer la corrélation linéaire. Je vais calculer la corrélation en m'appuyant sur le phénomène exponentiel. Et je vais calculer la corrélation dans le cadre d'un ajustement puissance. Et je vais comparer les 3 corrélations. Et vous allez voir que ici, pour cet exemple-là, la meilleure corrélation, c'est bien sûr le meilleur ajustement, c'est l'ajustement puissance. Regardez. Et je vais m'arrêter juste après. Ici, regardez bien. Je vais remarquez, je vais garder ça. Je vais venir ici et je vais calculer la corrélation. Je vais calculer 3 corrélations. Alors, corrélation d'abord ici, linéaire. Ici, exponentielle. Et là, puissance. Regardez bien. Donc là, je vais calculer ces corrélations. Je commence par linéaire. Regardez bien, linéaire, fx. Linéaire, je choisis. Alors, j'efface pour que vous voyez ce que j'écris. Corrélation. La corrélation linéaire, donc je ne fais pas de changement de variable. Je choisis x et y.
Donc, je fais OK. Donc, la matrice, là, c'est X. Et là, c'est Y. Donc, ça, c'est un ajustement linéaire. Et je fais OK. Mon coefficient est moins 0,86. J'ai une corrélation négative. C'est logique. Lorsque X augmente, Y diminue. Qu'en est-il de l'ajustement exponentiel? Calculons la corrélation cette fois-ci entre xi et log de yi. Alors, je fais fx, voilà. Cette fois-ci, corrélation. Donc, ajustement exponentiel, le x ne change pas, mais le y devient log de y. Voilà la corrélation calculée à partir d'un ajustement exponentiel. La corrélation est très bonne, elle est meilleure qu'ici. Elle est de moins 0,97. Qu'en est-il maintenant de la corrélation dans le cas d'un ajustement puissance? Cette fois-ci, je vais prendre log de x, log de y, et je fais corrélation. Xi, corrélation, xi, log de x, log de y. Et je calcule. Et qu'est-ce que vous remarquez? Cette corrélation, c'est la meilleure des trois. Est-ce que c'est bon? Donc, l'ajustement ici indiqué, c'est un ajustement puissance. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, en résumé, ajustement linéaire, c'est x et y. Ajustement linéaire, c'est x et y. Ajustement exponentiel, c'est x log de y. Et ajustement puissance, c'est log de x, log de y. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À moins que vous ayez des questions. OK. Alors, à bientôt. Yacine, je vois que tu